Et ben voilà. Bienvenue. Toi, c'est la première fois que tu es juré, Sarah? Ouais. Et toi, Gaëtan, la deuxième fois? La première fois. Alors là, je vais à Cannes, donc mes lunettes. Hein. Et du coup, raconte-nous, première fois à Cannes. T'arrives à Cannes, le premier soir, tu montes la première heure. Monter sur quoi. scène, ça veut dire Lion d'Or. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez vus, vous avez jugés, qui sont pas forcément des Lions d'Or ou des Grands Prix, mais que vous avez trouvé très cool et vous avez envie d'en parler? Moi, mon coup de cœur, pareil. C'était une campagne pour une marque de bière australienne. Avant, on pouvait voter pour ces campagnes. Ah oui. Donc on va chercher avant. qui? Ah bah regarde, Là, il y en a un qui est là. Et le voilà. Première fois que je vais à Cannes. Première fois que tu bosses dans une agence, parce que Marcel, c'est ta première agence. Marcel, c'est ma première agence. Dans l'école. De pub, ouais, exactement. T'es arrivé chez Marcel il y a Première moins d'un an agence. en fait. Il y a un peu plus d'un an. En Plus d'un avril an. 2021. Du coup, raconte-nous, première fois à Cannes, comment tu l'as vécu? Tu t'attendais à quoi? Tu te connaissais pas? Non, T'as tu eu le temps t'attendais d'en pas rêver, et quoi. surtout en fait t'as pas le temps, t'as même pas le temps parce que ça vient tellement vite que, enfin moi en tout cas j'avais pas eu le temps de me projeter non plus, d'imaginer comment c'était, je savais que c'était au Palais des Festivals mais sans avoir plus d'infos que ça. Et donc tu débarques, t'arrives, tu es entouré, donc déjà en sortant de la gare, tout le monde autour de toi a déjà les badges autour du cou. Toute la plage, dès que t'arrives sur la croisette, toute la plage est occupée par plein de marques. T'as Spotify, t'as YouTube, t'as Meta, sponsor si j'ai bien compris cette année, Sponsor. Twitter, Reddit. T'as des gros GAFA quoi. Des gros gros Exactement. GAFA, ouais. T'arrives à Cannes, le premier soir, tu montes sur scène. T'arrives à Cannes, le premier soir tu montes la première heure. T'es sur quoi. scène, ça veut dire Lion d'Or. T'es sur scène, ça veut dire un lion d'or. T'as toute l'expérience quoi, t'as le tapis rouge, tu montes les marches, c'est vraiment très très impressionnant et tu rêves quoi. Parce qu'en fait les Lions de Cannes, si tu veux, dès que tu commences, quand tu découvres, c'est un event que tu suis dès que tu découvres le métier de la pub. En tout cas moi c'était un peu comme ça. T'en parles en cours, t'en parles à tes potes qui fassent partie de ce monde là ou pas. Du coup c'est un event, enfin tu suis les cases et tout et ça devient presque légendaire. Et tu as du mal quand t'arrives sur place à réaliser que non Que ça t'y existe es. vraiment, t'y es. Ouais. Moi, c'est Celui-là, vraiment c'est- le t'es moment. sur scène. quoi. C'est le truc Quand où tout- la lumière s'éteint, Ouais. mettre ton truc, tout le monde C'est que regarde. tout le monde regarde tout le ton monde travail. Tout le monde regarde, tout le monde applaudit. applaudit à la fin. Exact. Et quand tu te montes lèves, sur scène, c'est l'enchaînement de ça, je trouve, qui est génial. Quand on prend un lion d'or, on l'immerge dans la piscine de la Villa Marcel et il passe le temps du festival. Dans la piscine. Et voilà, dans la piscine, C'est ouais, drôle. au fond de la piscine. très cool. Quand on le récupère, c'est devenu un lion de bronze. Mais et en fait à la fin quand ça se finit, ouais t'as un énorme vide, t'as vraiment un énorme vide. Et du coup tu es obligé de trouver un autre projet, tu fais du pro-hack ou alors tu bosses sur les briefs que t'as déjà en cours pour essayer de le combler quoi et reprendre le train vers Cannes l'année prochaine. J'ai demandé à Swan, qui gère un site qui s'appelle La Réclame, s'il avait une question, parce qu'il ne peut pas venir. Salut, c'est Swan de La Réclame. J'ai pas pu passer, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que Cannes est encore le prix le plus important pour les créatifs et pour les planeurs? Bah encore une fois nous on est en cours du moins, on est vachement, c'est le festival enfin c'est l'événement de Cannes en fait qu'on met énormément en avant. j'ai un parcours quasiment inverse de celui d'Alex. J'ai été monsieur shortlist pendant des années. J'arrive jamais à transformer. Au lieu de me décourager, au contraire, ça m'a donné une rage pas possible. Le premier, on va dire, prix marquant de ma vie de créatif, c'était un Black Pencil au DNAD. Le premier, c'était un Black Pencil. Exactement, ouais. C'est ce qui est quand même assez, je vois l'ambiance assez des gens. dingo, quoi. C'était le premier, en plus français, quoi. Il n'y en avait jamais eu. C'était sur quel projet? C'était les fruits et légumes moches. Je sais que moi je l'en parlais. Il y a eu quand même quelques prix avant, mais on va dire le premier un peu marquant. Et du coup, pour toi, tu aurais tendance à dire le Black Pencil, dans sa structure, de sélectionner certaines campagnes, a une rareté plus forte que le Grand Prix. DNAD et Cannes, on va dire que c'est vraiment les deux prix majeurs dans notre métier. Ouais. Et le DNAD, c'est plus anglais, c'est plus orienté vraiment créatif pur, on va dire. Là où Cannes, c'est vraiment un prix presque pour toute une agence. Donc je pense que Cannes, c'est plus global, c'est plus international, c'est plus presque inclusif. Et là où le DNAD est peut-être plus exclusif. La rareté d'un prix fait aussi sa valeur. Pour un créatif, s'il pense qu'à lui, peut-être qu'il pourrait placer le DNAD en haut. Maintenant, Cannes, c'est tellement magique. L'expérience d'une semaine à Cannes et l'impact que ça a sur l'agence, sur la vie des gens. La carrière des gens. Voilà, est incomparable avec le DNAD. Donc c'est sûr que si on doit en garder qu'un seul, c'est Cannes tout de suite. Les sujets que vous avez traités, ce qui était shortlisté, comme c'était dans la catégorie Creative Strategy, c'est des choses qui ont un impact plus fort, qui ont un truc plus fort, ou c'est juste foncièrement une idée, c'est-à-dire c'est l'inverse du DNAD qui va être un prix très crafté. Et du coup là en fait on est sur
sur des slides de presse, on peut juger presque. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai adoré cette catégorie Creative Strategy parce que déjà, c'est hyper différent des autres catégories parce qu'on a comparé un peu nos expériences aussi avec Gaëtan, qui était en brand expérience. En Creative Strategy, en fait, déjà, il y a beaucoup moins de lions. Nous, on a donné 18 lions. Dans la catégorie de Gaëtan, il y avait une 60aine de lions, quelque chose comme ça. L'idée, c'est récompenser l'idée derrière l'idée. Donc l'idée stratégique derrière l'idée créative. Mais ça reste les Cannes Lions. Donc le premier filtre, c'est quand même la créativité, la qualité créative de la campagne qui doit atteindre un certain niveau d'exigence. Ensuite, parce que c'est les Cannes Lions, il y a aussi évidemment une exigence dans le craft, une exigence aussi sur l'impact. Donc pour répondre à ta question, ça peut pas juste être donner un award à une presse strat, quoi. Il faut que le truc ait existé, que ce soit pas juste du prototype, que ce soit pas juste une idée qui soit restée au stade de concept et qui n'ait pas eu d'impact dans la culture. Voilà. Il faut que les résultats ils aient atteint un certain niveau de masse. Quand tu réunis tous ces critères-là, parce que c'est Cannes, tu vas juger justement l'apport de la stratégie derrière l'idée. Et donc typiquement, c'est là où c'était hyper intéressant. On a essayé de récompenser aussi des campagnes qui rendent compte de l'entièreté de la discipline planning strat. Donc parfois, par exemple, des campagnes où sans insight, il n'y a pas de campagne. Des campagnes où sans anglage du problème nouveau, tu vois, sans redéfinition du problème nouvelle, il n'y a pas de campagne. Tu as des exemples des choses qui ne sont pas françaises que tu as vues et que tu as jugées et qui illustrent ton propos? Il y a un truc que j'ai adoré parce qu'en plus l'exécution était très marrante, c'était Danish Road Safety Council. La boîte à musique? Non, c'est sur les casques. Quand tu fais du vélo et que tu mets pas ton casque. Voilà. Et ce qui était génial dans la campagne, c'est qu'ils ont fait toute une recherche conso de pourquoi les Danish ils portent pas leur casque à vélo. Dans les témoignages, c'était des trucs vachement de j'ai l'air tellement uncool avec mon casque. Moi j'ai mes cheveux, tu vois, j'ai ma petite coiffure, donc les mecs et les filles, hein, ça mess up ma coiffure, j'ai l'air vraiment pas cool quoi avec mon casque. Et en fait, ils ont fait des petites recherches, tu vois, dans le rapport au casque. Ils sont remontés dans l'histoire, tu vois, du rapport au casque jusqu'aux ancêtres, hein, carrément vikings, qui portaient des casques. Oui, les Danois, on est sûr. Voilà. Et ça, c'était cool. Et ça, c'était cool. Et eux, ils n'étaient pas en train de dire que ça aplatissait leurs tresses de guerre, tu vois. Ils étaient pas en train de dire que ça pétait leur style. Et donc, du coup, t'as un truc de base du brief qui est si tes ancêtres avaient l'air cool avec un casque, tu peux avoir l'air cool, quoi. Mets ton casque. Et sauf que l'exécution, du coup, elle est sur les ancêtres vikings. Et un ancêtre viking qui voulait pas mettre son casque parce que ça foirait sa coiffure de guerre et qui se faisait charrier par tous ses potes en mode mais mets ton casque, c'est ridicule. Ah oui, ils ont fait un grand film, je me souviens. Ils ont fait un film. Et le décalage créatif, ouais, du coup, devait être très, très efficace. Bah voilà, du coup, quand tu briefes là-dessus, c'est l'idée en fait. Et derrière l'exécution créative, tu peux vraiment te lâcher. Et la justesse du truc, les résultats évidemment, ils étaient super. Donc ça, typiquement, s'il n'y a pas d'insight, il n'y a pas d'idée. Encore un truc qui change les choses. Bon, là, c'est pour un truc non-profit, mais honnêtement, dans ce qu'on a awardé, il y avait majoritairement des choses pour des marques. Il y a eu, je crois, dans le top de, tu vois, peut-être top 10, il y avait peut-être 2 trucs d'assaut. Ouais. Et le reste, c'était vraiment pour des marques. L'autre exemple que j'ai en tête, où si t'as pas l'insight, t'as pas la campagne, c'est pour Drew Ketchup, pour Heinz. Ils ont briefé sur l'insight. Si tu demandes à n'importe qui de dessiner une bouteille de ketchup, il va te dessiner Heinz. Et en plus, l'exécution, c'est très satisfaisant pour un jury de planeur parce que l'exécution, c'est littéralement ce qu'on demande à faire à des gens dans des workshops conso. Les fameux. Bah ouais. Tu vois, on leur dit, ça arrive souvent que tu dis, voilà, dessine une voiture et tu regardes si les gens ont dessiné une Renault, une Porsche, une DS. Bon. Et là, l'exercice Draw Ketchup, avec cette consigne-là, c'est un truc de planeur. Donc là, même l'exécution créative, c'est un truc de planeur. Donc évidemment, jury de planeur, Gold. Gold Lion. C'est quoi le grand prix du Creative Strategy? C'était pour Decathlon en Belgique. Ils ont rendu accessible le sport même aux détenus dans les prisons en organisant des tournois de cycling e-sport, aussi en permettant aux prisonniers de pouvoir rider
avec des gens qui n'étaient pas dans la prison. Du vélo d'appartement de prison. C'est Ouais, bah là c'est un petit peu triste de le voir comme ça, mais Je résume. mais au final avec un impact aussi très intéressant parce que ils ont quand même réussi à faire rider avec eux le Premier ministre et derrière quand même le truc va être déployé dans 130 prisons en Belgique. Le sujet de l'accès au sport en prison c'est une problématique qui est très compliquée et là pour le coup tu vois typiquement pourquoi ça prend grand prix en creative stratégie. Ça prend grand prix parce que tu as un travail déjà de longue haleine sur une marque où la mission de la marque ça a toujours été rendre accessible à tous le sport, sauf que là ils réinventent, parce que tu peux te dire au bout d'un moment tu te fatigues tu vois sur une plateforme de marque, bon bah là ça réinvente une plateforme et ça va limite la torture tester sur une thématique qui est très compliquée, très touchy, pour aller dans une démarche un peu jusqu'au boutiste, prouver que vraiment le sport doit être accessible à tous et quand il l'est, ça a des effets aussi positifs, secondaires, qui sont extrêmement intéressants. Ça a énormément plu à un jury international, parce que c'est quand même une idée belge, mais à un jury international, pourquoi ? Parce que dedans il y avait aussi des Américains, et les Américains ils ont vu cette idée qui serait infaisable aux US, parce que le monde carcéral il est encore plus stigmatisé, et les prisonniers ils sont encore plus sortis mis au banc de la société. Mis au banc de la société, et du coup tu vois les planeurs américains qui ont vu ça, ils se sont dit mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est fou. Quoi. C'est dingue, c'est belge. Mais où c'est la Belgique ? C'est où la Belgique ? Là, vous qui étiez tous les deux dans des prix, des jurys, pardon, comment tu peux percevoir les spécificités locales ? Là, le vélo, bon, tout le monde en fait, etc. Mais tu as des idées qui sont quand même beaucoup basées sur une spécificité locale. Et quand tu es dans des cultures assez éloignées de, par exemple, l'Europe, comment tu fais pour apprécier le truc si on t'explique pas ? Par exemple, dans les Grands Prix, j'avais vu un sur, je crois que c'est au Mexique, les femmes n'ont pas de compte en banque. Et du coup, leur principe, c'est de dire, en fait, elles dépensent beaucoup d'argent dans les commerces de proximité. Et ces gens-là, on garde tout sur leur papier. Donc, on va recréer une espèce de banque et de compte pour montrer que elles savent gérer leur argent. Et tout un truc comme ça qui est local. Comment tu fais pour juger une spécificité locale si on t'explique pas ? Il y a plusieurs facteurs, mais le premier, c'est le travail de l'agence. Quand elle fait son case et quand elle fait les written explanations, il faut déjà qu'elle explique ça. C'est un exercice qui est très compliqué, qui est très contraint. Et du coup, quand on a une idée qui s'appuie sur, on va dire, un insight local, une spécificité culturelle, il faut absolument bien l'expliquer et bien l'exposer dans son case. Ou alors, il faut avoir la chance d'avoir un représentant de sa région géographique dans le jury. Qui permet d'expliquer, de dire je vous raconte pourquoi c'est comme ça. Ça, en général, c'est toujours un réflexe qui est pris dans un jury. Moi, si je prends le mien de cette année, il y avait vraiment... D'ailleurs, un remarquable travail du festival pour avoir une sorte de représentativité globale du monde. Voilà, il y avait des gens du Japon, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Los Angeles, de New York, Paris, de Madrid. Enfin, il y avait vraiment une grande diversité. Et donc, quand on ne comprend pas quelque chose, donc quand on n'a pas le petit détail qui fait mieux apprécier une idée, on se tourne vers un des membres du jury qui pourrait avoir la réponse. Ou sinon, évidemment, on se plonge dans les explications écrites. Malheureusement, si on trouve pas l'idée, ça peut être un peu pénalisant cette idée. Mais après, voilà, c'est un festival international, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand on rentre son projet. Et c'est vrai que c'est un peu injuste, mais déjà quand tu bosses sur des marques internationales, tu gagnes un petit peu de temps sur ok, je vois ce qu'ils ont fait. Heinz, ça fait 80 piges qui font des campagnes de pub, c'est vrai que c'est pour ça que c'est très important de présenter la marque si la marque n'est pas assez connue. Nous, cette année, sur Back Market, il y a une partie du case qui présente ce qu'est la marque et ce qu'elle fait et l'influence qu'elle a. Parce que ça permet de mieux juger. Il faut avoir tous les éléments de contexte. Par exemple, pour la petite histoire, dans mon jury, j'ai dû leur expliquer que Decathlon, c'était pas une petite marque. Ouais. C'est bête, mais pour nous aussi, je veux dire, c'est une des plus belles marques françaises, etc. Un Néo-Zélandais, un Australien ou un Américain, il sait absolument pas ce que c'est que Decathlon. Et il faut bien lui expliquer que ça, oui, c'est relevant for the brand, parce que effectivement, ils vendent peut-être pas des systèmes de vélos connectés électriques. Par contre, ils vendent tout le reste. L'accessibilité et voilà, exactement. Parce que du coup, tu dis c'est cool parce que tu es dans le jury, tu peux expliquer.
Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir en quelle mesure les jurys ont la même poids. Toi, t'étais juré, mais est-ce que genre le président du jury, il a un poids particulier? Non, le rôle du président, il est très important. C'est un peu comme un directeur de création. C'est-à-dire qu'il donne des directions. C'est lui qui va choisir un petit peu les critères importants et qui va donner un petit peu la couleur du palmarès qu'aura son jury. Il y a des Français qui étaient président de jury. Bien sûr, bien sûr. Les Français sont pas mauvais créatifs. Hein. On a quand même chaque année des résultats qui sont plutôt bons. Maurice Lévy, il était président de jury. Maurice Lévy... Alors là, je vais... Cannes, donc Voilà. mes lunettes. Hein. J'ai été à Cannes à l'époque où d'ailleurs il y avait et Cannes et Venise. Donc pendant quelques années, c'était en alternance. Il y avait une année Cannes et l'autre année Venise. Et puis, effectivement, je ne me rappelle plus l'année exacte, j'ai été président du jury. À l'époque, il n'y avait qu'un seul jury. Et c'était un jury qui couvrait absolument tout. Tout ce qui était présenté, c'était que des films télé, films cinéma. Pour illustrer un peu le propos, il y avait quand même quelques éléments assez amusants, si j'ose dire. Une bagarre absolument monstrueuse. Et donc, j'avais eu à gérer ce jury, et je l'ai géré avec une grande poigne, à telle enseigne qu'à un moment donné, je me rappelle très bien, je dis bon, bah, écoutez, désormais, on est à Cannes, vous voulez pas comprendre, on va parler français, et on va tout faire en français si vous ne voulez pas vous aligner. Et là, ils se sont un peu calmés. On a réussi à sauver un peu le palmarès. La deuxième chose, c'était que j'ai eu un petit bras de fer avec les gens de l'organisation de ce qui est devenu le Cannes Lion, et qui était à l'époque une organisation où il y avait Jean Mineur et puis un Anglais qui dirigeait tout cela. Le jury était dans la salle. Le jury n'avait rien à dire, rien à faire. Et je dis, mais attendez, c'est le jury qui a décidé. On veut bien que vous ouvriez la séance, à la limite que vous remettiez un prix, mais c'est le jury qui remet le prix. Et le jury fera une conférence de presse. Et donc j'ai imposé ce point de vue. Et depuis ce moment-là, il y a tous les ans la conférence de presse du jury. C'est le jury, effectivement, puisqu'il prend la responsabilité des prix, qui remet les prix et qui fait un discours pour expliquer comment il a choisi, pourquoi ses choix, etc. Donc voilà un peu quelques souvenirs. Avant, on pouvait voter pour ses campagnes. Ah oui. Avant Maurice Lévy, c'était le Far West. Non, bah, il n'y avait pas de règles vraiment établies, et on faisait les choses un peu de manière sympathique. Il y avait les prix, il y avait les partis, il y avait le fameux déjeuner aux îles de l'Airain avec la langouste, etc. Les grandes manifestations, c'était l'époque, l'argent coulait à flot. J'étais très sérieux pour voir les films et tout, mais il y avait quand même beaucoup de décontraction, et c'était un peu le Far West. Quand j'ai été président du jury, il n'y avait aucune règle. Et donc, la première chose que j'ai faite, ça a été d'édicter des règles. Et comme j'avais déjà présidé d'autres jurys, j'ai dit, bon, la première règle, c'est que, bien entendu, personne ne vote pour ses campagnes. La publicité était en recherche de ses lettres de noblesse. Elle estimait qu'il fallait, en quelque sorte, mimiquer, si j'ose dire, le Festival de Cannes. Le créateur du Festival de Cannes pour la publicité, Festival publicitaire de Cannes, et qui a, comme je le disais tout à l'heure, alterné avec celui de Venise, c'était Marcel Bleustein-Blanchet, qui, à l'époque, avait dit, il y a le Festival de Cannes, il y a les Oscars, il faudrait que la publicité ait son propre festival et ses propres Oscars. Nous possédions cinéma et publicité. Il y avait Jean Mineur qui était associé à Pathé dans Jean Mineur Publicité. Et à ce moment-là, ils s'étaient regroupés pour financer l'essentiel des réunions, etc. Et puis après, ça s'est professionnalisé. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus riche. C'était pour avoir cette proximité avec l'esthétique du cinéma que ça a commencé entre la Mostra de Venise et le Festival de Cannes. Exactement. Et l'alternance a duré, je crois, jusqu'au début des années 80 ou fin des années 70. C'est ce qui fait que ça reste un lion, le prix remis qui vient de Venise. Absolument. Le Lion et aussi le prix cinématographique. Absolument. Le Lion de Saint-Marc. Au départ, c'était vraiment le Lion de Saint-Marc avec les ailes. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Marcel Bleustein-Blanchet ? C'est d'abord
le fondateur de Publicis. Un monsieur qui a eu une vie extraordinaire, une machine incroyable à idées. Il n'y avait rien qui le séduisait plus que l'idée. L'audace créative, l'audace d'entreprendre. C'était quelqu'un aussi qui aimait les choses qui étaient en rupture et qui permettaient d'aller là où on l'attendait pas. Il fallait surprendre. C'était donc un homme qui était très animé par toute cette dimension d'innovation, de création, d'entrepreneuriat. Et puis surtout, s'il y a une chose qui le caractérisait par-dessus tout, c'était, je le dirai jamais assez, l'audace créative. Il n'aimait pas choquer pour choquer. Il y a comme ça des campagnes extraordinaires qui ont marqué l'histoire de la publicité française. Bien sûr, avant la guerre, les vieux slogans de la Boldo Florine, je ne sais plus quoi. Et puis, bien sûr, dans les années 50, le Shell que j'aime. Dans les années 60, Dim, Boursin. Il adorait la création, il adorait les idées. Et il ne rêvait que d'une chose, c'est que les gens se réalisent, s'amusent et s'enthousiasment au sein de Publicis. Voilà. Merci pour vos mots. Merci, monsieur Olivier. À votre droite, la place de la Bastille. Excellent endroit pour parler de changement, d'impact. Et surtout de détruire les structures et les organisations en place. Voilà, c'est ça. Nous, même, c'est drôle parce que nous, on a une sorte de culture de la rébellion heureuse. En fait, tu peux te rebeller, tu peux détruire les structures en place, tu peux réinventer des choses avec un esprit positif, sans forcément être dans l'attaque permanente, en étant dans la solution, en étant dans l'humour. C'est ça, c'est un peu ce qu'on pourrait résumer en disant que c'est un peu... on essaye d'être disruptif, et surtout très constructif. Vous êtes super content d'avoir déménagé à côté de la Bastille, du coup. Bah, Tout à fait. grave. Nous, ce qu'on a observé qui fonctionne, c'est plutôt la stratégie du pied dans la porte, quoi. Sur un très gros client, tu arrives avec une idée transformative, au début qui est peut-être pas à supra grande échelle, mais qui va leur montrer déjà à eux-mêmes qu'ils sont capables de faire des choses différentes, qui sont capables de faire des choses à impact, qui sont capables de sortir de leur rôle ou de leur identité qu'ils pensaient installer depuis des dizaines d'années et qui leur montrent qu'un autre monde est possible, quoi. Et une fois que ça c'est fait et que tu as eu les retombées nécessaires et qu'ils se voient différemment eux-mêmes et qu'il y a de la fierté, etc. Mais la transformation, elle peut arriver hyper vite. C'est grisant, tu vois, pour une grosse marque de se dire « Attends, j'ai réussi à faire ça, qui a eu tel impact, maintenant j'ai envie de le faire tout le temps. » Tu vois. Enfin, en fait, les clients, les gens chez l'annonceur, les gens en agence, c'est pareil. Hein. C'est la même soif de faire des choses qui changent les choses, de faire des choses qui sont ambitieuses. C'est juste qu'ils sont... Je pense que les clients chez les très gros annonceurs souffrent plus de l'inertie de la grosse structure, souffrent plus de l'historique peut-être d'immobilisme, et du coup c'est plus dur de se projeter. Et c'est là où on a un rôle hallucinant dans les agences, parce que c'est les idées créatives qui changent les choses le plus vite. C'est les idées les plus justes stratégiquement, les plus justes créativement. T'as des exemples de clients comme ça qui vous disent je pense c'est trop cool, tous ces prix ça nous stimule et qui prennent, parce qu'on a souvent l'impression que le client ça l'intéresse pas des masses, les awards c'est vraiment le truc de l'agence. Mais ça les intéresse, eux? En fait, je trouve que ça dépend vraiment des clients, mais oui, bien sûr que ça les intéresse. Tu vois, je pense qu'avant les fruits et légumes moches sur Intermarché, il se passait pas grand-chose. Tu te disais pas que tu pouvais faire des trucs chouettes, quoi. Voilà, et en fait... Créativement pour les... Bah, exactement. Pour les agences. Et les fruits et légumes moches, en fait, ça montre, parce qu'au début, c'est un brief qui était sur un Ton truc pied dans la porte. calendaire, tu vois. De dire qu'est-ce qu'on fait pour... la journée mondiale du gaspillage alimentaire, je crois que c'était ça le départ. C'était ça, exactement. C'était ça le départ du brief. Et pour le coup, ça c'est une idée de Planostrat qui a briefé sur c'est pas parce que sur ces fruits et légumes moches, c'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils sont pas bons. Okay, et derrière ça a eu le succès que ça a eu, et chez le client ça a complètement changé la culture. Toi tu présentes le Titanium sur Zoom avec le client Back Market. C'est ça. Ouais. Tu présentes au jury en entier, c'est-à-dire qu'ils te regardent tous sur un grand écran. On a donc un lien Zoom. À Cannes, c'est une organisation quasi militaire. Hein. C'est tellement compliqué, il y a tellement de gens que tout est très carré, tout est très minuté. Pour le Titanium, on a donc 10 minutes montre en main pour présenter et 10 minutes de questions-réponses. Donc effectivement, on s'est retrouvé avec le
cofondateurs de Back Market dans une salle virtuelle, la personne de l'organisation qui présente le jury et ensuite qui dit voilà, vous avez 10 minutes, on fait partir le chrono et puis on rallumera le son dans 10 minutes. Si malheureusement vous n'avez pas fini, vous n'aurez pas fini. Et ensuite elle coupe le son et on est tout seul dans sa chambre d'hôtel à parler dans le vide. C'est pas forcément l'image que j'en avais. En les voyant en vidéo quand même? Oui, alors on les voit en vidéo, mais on les entend pas. Et tu les vois parler? Voilà. Quel ouais. enfer. Eux, ils débattent du truc. Ouais, eux débattaient. Alors ils rigolaient beaucoup. Donc c'était plutôt bon signe. Mais du coup, ça n'a pas transformé en titanium. Non, malheureusement C'est un pas. exercice difficile, titanium. Il y a peu d'élus. C'est la catégorie, on va dire, la plus relevée. Chaque année, il y a entre 20 et 30 projets qui sont shortlistés. Comparé par exemple dans le jury dans lequel j'étais, qui était le Brand Experience et Activation, il y avait 232 shortlists. Et ça, c'est 10% de la shortlist d'un jury, on va dire, classique. Rien que le fait d'avoir déjà d'être sélectionné pour présenter, c'est déjà, ça vaut déjà un prix. Et tu disais tout à l'heure que là c'était fait sur Zoom les présentations, mais en fait il y a toujours eu des présentations physiques oui. des cas. Ouais. Sur Titanium. J'ai l'impression que c'était justement un peu un prix strat au sens où tu racontais toute la démarche derrière. Même En si fait, c'est un prix qui est créé, bout. je crois, pour vraiment les idées complètement inédites, tu vois. C'est une catégorie, transcatégorie, c'est pour ça que c'est hyper dur parce que tu peux avoir autant un film qu'une active. Dans leur brief, c'est les idées un peu avant-gardistes, celles qui vont sans doute Qui créent un faire précédent, qui vont inspirer des générations de créatifs. Brand Experience et Activation, justement, c'est ma catégorie préférée. C'est la moins traditionnelle, c'est la plus protéiforme. Et donc en général, c'est la catégorie où il y a le plus d'entrées. Donc c'est aussi le jury qui a le plus de boulot. Là, il y en avait combien? 2600? C'est très data-centric, Cannes. Donc les shortlists, c'est toujours 10% des entrées. Ce feu-là, tu as le droit de le griller. Surtout si les ambulances derrière. C'est quand même particulier, tu vois, d'avoir une idée aussi qui plaît, même quand tu es dans la salle et qui projette ton câble, donc tu montes sur scène et tout, qui se fait applaudir par des gens qui viennent de tous les coins du monde. Tu as réussi à trouver une idée qui soit universelle. Ça aussi, ça te frappe à ce moment-là. C'est Gaëtan qui dit que c'est la Coupe du Monde de la pub. Ouais. Mais en fait, et parfois ça peut aussi créer des injustices parce que ce qui est awardé, c'est forcément des idées qui vont pas être lost in translation parce qu'il y a une spécificité culturelle trop forte, mais qui sont vraiment ultra universelles. Mais c'est ça qui est hyper gratifiant, quoi. C'est de se dire que ça traverse les frontières. Toi, c'est la première fois que tu es juré, Sarah? Ouais. Et toi, Gaëtan, la deuxième fois? La première fois, c'était il y a 4 ans. C'est ça. Est-ce que ça vous amène une expérience où vous dites maintenant que j'ai multiplié les cases, que j'ai vu comment c'était jugé, je vois quelles sont les best practices à faire quand on fait Case Study? Au niveau de l'idée, tu essayes toujours du coup qu'elle ait une dimension un peu universelle. Une campagne, j'en sais rien, une campagne française qui va être basée sur un jeu de mots. Tu sais très bien que ça va pas avoir la même portée universelle. Ouais. Et donc tu vas plutôt chercher des idées très, très pures, très simples, qui sûr, parlent à tout le monde. Effectivement, ça t'apprend le fait d'avoir été de l'autre côté de l'écran et de t'être mis dans la peau d'un jury. C'est aussi éviter certains biais. Vous avez des anecdotes là-dessus sur les case studies, comment ils sont présentés? Si on n'est plus sur le stade de la conception, Non, de sur la vraiment campagne, l'idée, elle est faite. mais défendre Comment tu l'enjeux? voilà, la campagne. Package. Voilà, tu as fait une excellente campagne avec ton client. T'en es fier. Vous allez agencer client à Cannes pour défendre le truc. C'est une campagne française, etc. Bon, il y a un ensemble de trucs qu'il faut savoir faire. Tout à l'heure, tu parlais déjà du fait de si c'est une marque française spécifiquement, il faut déjà contextualiser, donc dire c'est quoi cette marque, à qui elle parle, ce qu'elle fait. Oui, ça te bouffe 5 secondes de ton case. Si par exemple, c'est pas sur une idée qui est 100% universelle, dans le sens où il y a une spécificité culturelle. Moi, je pense que tu peux le tourner à ton avantage si tu l'assumes. Parce qu'en plus, les jurés, ils sont quand même particulièrement sensibilisés en amont au fait qu'ils ont des biais. Vous êtes briefé en tant que juré? On a une formation sur les biais. Ouais, sur les biais. Avant, ouais. Ils sont au courant et ils sont vigilants à ça. Et donc, si tu arrives et si tu mets les pieds dans le plat, on est allé s'attaquer à cet insight ultra français qui est nanana, ou on est allé s'attaquer à ce problème qui est bien français, qui est nanana, et en fait ça va limite jouer à ton avantage parce que du coup ils vont être en alerte sur le fait de c'est l'opportunité peut-être de warder quelque chose, tu vois, qui n'est pas générique international mais qui vient aussi récompenser de la créativité locale, qui a plus d'aspérité, etc. Et ça par exemple, tu vois, SNCF, le film On n'est pas carré, on est hexagonal, va expliquer ça. Parce que hexagonal, à traduire, ça te raconte que tu as l'habitude que la France a une forme d'hexagone et que c'est un truc culturel et que tu apprends ça tout petit, blablabla. Et voilà, donc rien que carré, d'expliquer le sens de cette phrase, c'est ça te prend énormément de pédagogie, rien que d'expliquer le contexte culturel. Les Français,
grognons qui ont une dent contre la SNCF, relation amour-haine avec la SNCF. Expliquer tout ça, ça prend vachement de temps, mais en fait c'est hyper nécessaire. Quand on a vécu l'expérience d'être juré, de se faire des nuits entières de prejudging, d'avoir les yeux qui commencent à se fermer au bout du 50e case alors qu'il en reste 250, et ben on comprend mieux que le travail de case est extrêmement important. Il faut que ça ressorte au milieu de 200. Donc en général, je trouve qu'il faut que ce soit simple, il faut bien poser le contexte, la problématique à laquelle ça répond. Et ensuite, il faut y apporter un peu de tonalité. La personnalité de l'idée qu'il faut réussir à retranscrire. Donc le choix de la musique, le choix de la direction artistique. Donc c'est vrai que le voilà. case, c'est un peu une extension de la campagne en fait. C'est pas juste un cas désincarné qui vient exprimer de façon neutre l'idée, les results. La campagne sur le human flesh pour la marque viande humaine. Ça dit Le burger, J'ai le oublié human, le plant-based Human Meat Burger. Ouais. Une toute petite marque scandinave. Le cas, il est aussi dans la tonalité de l'idée, ouais. de la campagne. En fait, quand tu le vois, c'est sûr que ça te fout une claque. Les cases vont devenir un vrai outil de communication. Je pense, au fur et à mesure du temps, vont être de plus en plus médiatisés. Ton OP est déjà avec des codes du case, tu dis, et en fait existe déjà sous cette forme quasiment. Tu peux faire campagne C'est avec ça. Pour le les case. activations et les trucs qui demandent on va vous raconter ce qui s'est passé. Quand on fait par exemple quelque chose d'un peu pas traditionnel, une petite opération, une activation quelque part, tirer de ça une vidéo, un support qu'on peut médiatiser pour le grand public, c'est assez intéressant. Et je pense que ça a beaucoup de vertus d'impact même et de presque ROI pour les clients. On l'a déjà testé par exemple pour le centre Pompidou, pour d'autres clients, par exemple sur le Hack Market. Et ça fonctionne très bien. Comme les gens n'ont pas l'habitude de voir ce genre de format, il y a aussi la prime à la nouveauté. Et ça reste une histoire qu'on raconte. C'est vraiment du pur storytelling. Le cas ressemblera à un millier d'autres, quoi. Ouais, c'est dur. Et du coup, c'est pas facile. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Je pense que n'importe qui a déjà fait des cases sait qu'un case, en général, on finit toujours par la D76. Parce que les cases, c'est payé par l'agence, c'est forcément un truc qui coûte de l'argent entre le motion, la traduction, le temps passé. C'est un Ça investissement. dépend. Non, ça dépend. Nous, en tout cas, à l'agence, on recommande aux clients, quand on fait des opérations, d'avoir un outil de case grand public. C'est pas le même qui sera envoyé évidemment à Cannes, où à Cannes, on est vraiment sur de la présentation pour le métier et pas pour le grand public. Il va y avoir un peu la même structure ou la même architecture. Encore une fois, quand tu es français sur une campagne française, il faut être encore 2 fois meilleur à ce petit jeu-là. Tu as moins une longueur d'avance sur certains aspects. Sur la partie des résultats, quand tu vois, tu as le cas américain, et d'ailleurs tous les cas américains, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. La partie des résultats, c'est toujours foudroyant. C'est en milliards d'impressions. Proportionnellement. C'est un Ça marché taille de l'Europe, quoi. énorme. Parce que quand il y a des stars, c'est des superstars que tout le monde connaît tout autour Les du moyens sont monde. plus conséquents. Parce que dans tes results, t'as toujours Obama qui retweet ta campagne. Je pense que la meilleure campagne française se fera jamais retweeter par Obama. Tu vois, surtout, c'est des trucs qui arrivent dans les discussions, surtout au moment de donner les métaux, de donner les lions, quand tu dois comparer. Il y a Tu eu veux la, dire il y a que la quand c'était discussion. vu par 15 millions de Belges, Exactement. ça fait pas beaucoup par rapport à 200 millions d'Américains. Et c'est pour ça que même dans les résultats, faut pas se contenter des chiffres. Quand t'es français, faut contextualiser. Ça représente C'est-à-dire qu'il quoi vaut mieux dire à moitié de la France à regarder notre vidéo que Exactement. 30 millions. Et voilà. Ou alors avoir un bon copain qui connaît Obama. Et puis Oh mon go. Le Hack Market, il prend beaucoup de lions cette année. T'en as 8. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez vus, que vous avez jugés, qui sont pas forcément des lions d'or ou des grands prix, mais que vous avez trouvé très cool et vous avez envie d'en parler et de dire tiens, il y a ça qui est arrivé. Des petites pépites. Bien Dans sûr, ma hein. catalogue, j'en ai vu des trop cool qui sont pas dans les reports parce que ça prend silver. Ou même parfois gold, mais pour une raison ou pour une autre, ça ressent moins. Il y a un truc que j'ai vachement aimé pour la police australienne. Alors bon, pourtant, tu te dis c'est mal parti. C'est une campagne pour recruter plus de femmes. Parce qu'il y a un problème il y a 2% de femmes dans la police australienne. Ils sont allés développer un vrai podcast de true crime. Il y a vachement de fans de podcasts de true crime. C'est des vraies histoires de crimes. Et c'est en mode enquête, et c'est une vraie enquête, et tu résous l'enquête, etc. Et ils ont lancé un vrai podcast de true crime sans dire que c'est la police australienne. Et ensuite, ils ont révélé, mais ça, c'est des vraies enquêtes qu'on résout nous, ou qu'on a résolu nous avec nos talents à la police australienne. Si vous voulez, D'accord. si vous aimez ça, venez vous inscrire, etc. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une campagne qui avait un objectif d'inclusivité. Donc, recruter des femmes, etc. Mais
qui n'en a pas fait l'angle créatif. Une mauvaise exécution, une exécution fainéante, ça aurait été de faire, tu vois, de montrer des flics en talons, j'en sais rien, tu vois. Genre, il y a forcément un mec qui aurait eu une mauvaise idée comme ça, c'est sûr. Mais pas forcément un mec, une personne qui aurait eu une mauvaise idée comme ça, c'est sûr. Là, ils se sont dit, bah non, en fait, pour fitter, être détective dans la police australienne, ce qu'on cherche, c'est avant tout des esprits, tu vois, qui ont ce truc de crime solving en eux, qui aiment ça, qui aiment le challenge, qui pensent comme ça. Et donc on va aller chercher les gens qui ont cet esprit-là. Et dans ces gens-là, il y a des hommes, il y a des femmes. Moi, mon coup de cœur, pareil, de mémoire, je crois qu'il est resté en silver. C'était une campagne pour une marque de bière australienne, Matilda Bay, ça s'appelle Rejected Ales. L'idée, c'est de sortir les essais qui ont été recalés de la brasserie, de les sortir quand même pour que les consommateurs puissent les boire, les goûter. Alors, je sais plus combien il y en avait, 16, 17, 18, peut-être même 30, qui étaient numérotées, jusqu'à arriver à celle qu'ils considèrent comme étant parfaite. Il y avait, et donc du coup, ça permet aux itérations. consommateurs de goûter les rejetés ou les foirés pour comprendre un petit peu quel est le goût de la marque. C'est un très beau travail de design. Puis c'est une idée qui est très marcélienne, je trouve, de sortir les rejetés. C'est un peu les fruits et légumes moches de la bière, quoi. Mais... Et ça montre le jusqu'au boutisme de la brasserie, ça montre leur passion, ce qui est hyper important. Ils les ont inscrites à des awards shows de bière et en fait elles ont pris des silver et des bronzes, les Rejected Ale, ce qui montre que leur gold mérite vraiment le statut gold. Pour la petite histoire, l'avantage d'être juré, c'est qu'il y a aussi une table dans la salle de jury où on envoie des physical items. Ta campagne, elle a des objets. Voilà, on peut les Tu peux envoyer les envoyer au festival. pour que le jury puisse le toucher, le voir. Et donc effectivement, moi je suis reparti avec les Rejected Ales. Donc elles sont au frais dans mon frigo. Il y a 4 ans, le grand prix dans mon jury, c'était le Palau Pledge. Quand t'étais toi jury en 2018. Voilà, en 2018, ouais. Ils avaient envoyé le tampon et je l'ai toujours dans le bureau. Mon passeport est tamponné du Palau Pledge. Le jury ne se voit pas que pour regarder un écran. Je sais pas si vous avez vu ce truc de discussion de machine à café ou en dehors du jury. Une occasion de rencontrer plein de créas. C'est différents, quoi. exceptionnel. Tu te retrouves avec le patron de la strat de Wyden New York, la présidente de la création de Forchman. Il y avait la planeuse qui a fait tout Bodyform, Margot, qui est incroyable. Il y avait le mec qui a fait en plus Heinz Drew Ketchup, le boss de la strat de Rethink Canada. Il y avait Sophia Lindholm de Forchman et Bodendorf qui était à ma droite. Donc c'est celle avec laquelle on a le plus papoté. Elle me dit à un moment, on parlait de quelque chose, elle me dit ah bah c'est comme quand on a fait le Epic Split avec Van Damme. Pardon. Toi, grande fan de Van Damme. Comment ça? C'est ça. À fond. Ouais. Explique-moi plus. Et là, elle me raconte l'inception quoi, de toute la saga Volvo Truck, qui au début était sur un brief, le genre de brief que tu veux pas recevoir en tant que créatif, parce que c'est du B2B. En fait. Oui, tu pars pas d'un truc qui va à Cannes, forcément. Au début, c'était une pas un boulevard. plaquette B2B pour Volvo Trucks, et elle a dit, le jour où ils m'ont briefé sur ça, j'ai commencé à me dire, bon, je vais chercher du taf ailleurs. Tu vois. Et là, ils retournent complètement le brief sur sa tête, ils disent, mais attends, mais c'est trop dur. Déjà, d'identifier les mecs qui achètent des camions, parce que ça peut être autant, tu vois, un mec qui a un supermarché qu'un mec qui a une entreprise de, je sais rien, de moules, j'en sais rien. On est un petit peu, nous, très très passionnés par notre métier avec Sarah. Et c'est vrai qu'on est un peu des nerds de bonne pub, quoi. On a toujours analysé les palmarès, étudié les idées, et on a toujours essayé de s'inspirer de ça. Parce que la pub, c'est vachement une affaire d'éducation. C'est aussi beaucoup la façon dont on éduque notre esprit, notre culture publicitaire. Moi, je suis né dans l'agence qui a créé le planning en France. Hein, c'était CLM. CLM, ouais. BBDO à l'époque. Et ça a toujours permis d'avoir une longueur d'avance, d'avoir un bon planning. Ça reste la meilleure aide pour les créatifs. On nous donne à manger, on nous aide. C'est pour ça que d'ailleurs, Anne, quand elle a mis en place... Anne de Beaupéo, la DC de CLM qui avait repéré, recruté entre autres Gaëtan et qui est passé présidente de la patronne. création Marseille, d'entretenir ce duo, ce partenariat planning créa. Elle avait bien identifié que les meilleures idées, c'est les idées où c'est pas juste un saut créatif, c'est d'abord un saut stratégique et ensuite un saut créatif. En fait, c'est pour ça qu'elle aime beaucoup les planeurs et qu'elle est très à l'écoute aussi des inputs du planning strat. Et c'est aussi pour ça que la culture chez Marcel, c'est beaucoup du partenariat comme ça. Et d'ailleurs, pas que planning créa, mais planning créa et commerciaux. Bah, c'est d'ailleurs la première qui est allée au CPS. Oui, Le CPS collectif étant du planning stratégique.
les awards Oui. de planning en Ouais. France. C'est pas encore aussi connu que les Cannes Lion, mais un jour hein, Ouais, ça peut-être. va le devenir. À Cannes, là, dans le jury où j'étais, Creative Stratégie, ce qui était génial, c'est qu'on était 9 jurés. Sur les 9 jurés, c'était que des planeurs, mais 2 DC. Enfin, 2 présidents de la création. Donc une brésilienne et du coup la suédoise Sofia de Forchman. Toutes les discussions, c'était vachement sur la collaboration, planning, créa, comment ça se nourrit, etc. C'était passionnant d'écouter aussi justement les créas raconter leur point de vue sur les campagnes, tu vois, et de ce que pour eux avait été l'apport du planning dans les campagnes qu'on jugeait. Un truc qui m'a marqué, c'est justement Sofia qui disait, notamment quand elle parlait de l'insight, parce qu'on parlait de toutes les campagnes dans notre top qui avaient des excellents insights, sans lesquels il pouvait pas y avoir de campagne, dont le truc pour le Danny Freud Safety Console dont Pour je les t'ai casques, parlé, les vélos. le truc de Heinz, Draw, Ketchup, etc. Et en fait, elle dit, voilà, quand il n'y a pas de bon insight, les créatifs doivent bosser 4 fois plus. Donc moi, j'adore la strat, j'adore les bons insights. Mais sauf que Gaëtan, lui, il dit, quand il y a un bon insight, ça te met 4 fois plus la pression. Tu entre les vois mains. tout de suite le potentiel du truc. Tu dis, je peux pas passer à côté de quelque chose de brillant avant. Et donc forcément, ça te met beaucoup plus la pression quand on t'apporte déjà une partie du saut créatif, quasiment. C'est ça, pour moi, il y a vraiment 2 sauts. Il y a le saut strat et le saut créa. Mais du coup, j'adore ces 2 points de vue-là, parce que quand tu les mets ensemble, ça te fait une bonne définition, je trouve, du rôle du planning pour la créa. Ça te raconte un truc sur le fait que, en fait, le rôle du planning, c'est à la fois de cadrer au max le saut créatif, mais au sens cadré, même comme limite au foot, tu vois. Je connais pas les termes footballistiques. Tu passes la balle à l'attaquant tu lui passes juste devant le but, comme ça quand il... S'il n'y a pas hors-jeu, tu veux dire. S'il n'y a pas hors-jeu. Et tu lui passes juste devant le but et donc il marque dans la lucarne, c'est plus facile. Donc le rôle du planning, c'est à la fois cadrer au max pour que le saut créatif soit dans la bonne direction, mais c'est aussi mettre le niveau d'ambition, mettre le niveau en quelque sorte de pression, parce que si tu apportes déjà énormément de niveau sur le saut stratégique, derrière les créas, ils ont encore plus envie de se dépasser et de faire un saut créatif qui soit à la hauteur de cette ambition et qui transforme. Et je pense que les meilleures campagnes, c'est que ça. Un peu même Bodyform, quand tu regardes, c'est un saut stratégique à la base, un taf de strat hallucinant et une forme C'est ça. Hein. qui t'explose C'est la tête. Donc pour aller chez Marcel, tu peux prendre la rue à contresens. C'est très Marcel, hein, et puis ça va plus vite. D'aller à contresens. Voilà.